USA Today. L'actualité américaine est très riche aujourd'hui. On rejoint donc à New York Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, on est ravi de vous retrouver. On rappelle que Wall Street recule légèrement. On va parler dans un instant bien sûr d'Apple, on va parler des banques avec leurs publications, mais on peut aussi parler, Grégory, des indicateurs économiques du jour et notamment le CPI, les prix à la consommation. Est-ce qu'on voit là dans ces indicateurs du jour des premiers signes de retour de l'inflation ? Alors, il faudrait vraiment regarder très à fond ces chiffres. Et si on les regardait vraiment à fond, non, on ne trouverait pas de retour de l'inflation. Et en fait, c'est le chiffre avec la plus faible hausse, justement, de cette inflation depuis 4 mois. Alors, pourquoi ? C'est pas très compliqué. Vous avez un des gros postes de dépenses des consommateurs où les prix diminuent. Quel est-il aux États-Unis ? Ce sont les loyers. Et en fait, les loyers dans les grandes villes sont en train de diminuer fortement, en baisse de 4 à 5% dans une ville comme New York, mais en baisse jusqu'à 17% dans une ville comme San Francisco. Alors, comme ces chiffres de prix à la consommation sont positifs, il y a quand même des choses qui montent. Et en fait, le prix qui monte le plus sur ce mois aux États-Unis, c'est le prix de la voiture d'occasion, pratiquement 7% de hausse sur un mois. Pourquoi ? Les gens ont de plus en plus peur ou pas envie de prendre les transports en commun et ont beaucoup acheté donc de voitures d'occasion, pas seulement ce mois, depuis le début de l'été. Et là, il y a évidemment de la pression sur les prix et de la pression à la hausse. Ce qui explique en effet ces chiffres plus bas de 4 mois, ces indicateurs économiques du jour qui nous éloignent encore plus d'une perspective d'inflation. Parallèlement, les marchés, Grégory, arbitrent les premières publications. Ça y est, le bal est ouvert, le bal des annonces trimestrielles des entreprises. Et on démarre comme à chaque fois par le secteur bancaire. On a le sentiment comme ça, vu de loin, que les publications sont quand même plutôt meilleures qu'attendues pour JP Morgan ou Citigroup, par exemple. Est-ce que c'est votre sentiment également, Grégory ? Mais meilleur qu'attendu est exactement le mot. Mais est-ce que c'est suffisant ? C'est ça la question la plus importante. Et je prendrais comme exemple JP Morgan, mais je pense qu'on pourrait parler des autres banques aussi, dont Citigroup. Alors JP Morgan, oui, c'est meilleur qu'attendu. Alors les revenus sont en légère baisse annuelle par rapport à l'année dernière de 0,04%. C'est pratiquement rien. Les profits sont en hausse de 4%, ce qui est bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est si ces résultats arrivent bien au-dessus de ce qui était attendu, c'est tout simplement que les analystes avaient été trop pessimistes par rapport à quoi ? Par rapport aux provisions que les banques prennent à des prêts défectueux qu'ils pourraient avoir dans le futur. Alors, on sait par exemple que JP Morgan avait déjà, sur les 2 derniers trimestres, pris pour plus de 30 milliards de dollars de provisions pour prêts défectueux. Donc, on pourrait penser qu'ils étaient prêts. Et en fait, eux-mêmes pensent qu'ils sont prêts à affronter ces prêts défectueux parce que là, ils ne rajoutent que 600 millions de provisions. Vous me direz, et alors ? Alors, c'est tout simple. Les analystes avaient pensé que JP Morgan prendrait plus de 2 milliards de dollars de provisions supplémentaires qui auraient eu un effet, évidemment, négatif sur les résultats. Donc voilà, en fait, l'explication, elle est assez simple. C'est une des raisons pour laquelle JP Morgan est mieux, c'est que les analystes avaient été peut-être trop pessimistes. Autre chose, et il faut le noter vraiment, le secteur dans la banque où ça va et où ça continue à aller, c'est une petite surprise que ça continue à aller aussi bien. En fait, c'est le trading, les tradings sur actions, sur obligations. Pour un JP Morgan, c'est une hausse des résultats de 30%. On savait que ce trading serait très bon, mais il avait été déjà excellent le trimestre dernier. Alors, où va-t-on ? Et c'est là que ça devient intéressant. JP Morgan dit, en fait, maintenant, il va falloir attendre en fait la moitié de l'année prochaine pour voir si ces provisions qu'on avait prises, ces 30 milliards de dollars de provisions qu'on a pris au cours de l'année 2020, il faudra les utiliser. Est-ce que, en fait, il va y avoir de plus en plus de prêts défectueux ? C'est trop tôt pour le dire, mais ils sont prêts à les affronter. Alors, je dirais tout ça pour vous dire que ces banques américaines sont très bien capitalisées, comme on dit. Elles ont un beau profil de profitabilité, rendement sur fonds propres de 15%, ce qui est énorme, alors qu'en France, on est en dessous de 5% pour la plupart des banques. Donc, c'est des bons résultats. Mais c'est surtout des bons résultats car les attentes n'étaient vraiment pas très hautes. Et on va voir si ces bonnes surprises, grâce à des attentes relativement faibles, si ces bonnes surprises se confirment dans les prochaines publications des banques qui vont se succéder tout au long de la semaine. La déception du jour, c'est peut-être sur le front de la sanitaire qu'on la trouve et la recherche d'un vaccin, puisque Grégory, Johnson & Johnson donc annonce la suspension des essais d'un vaccin Covid alors qu'on était déjà en phase bien avancée, en stade 3 d'essais cliniques. C'était encourageant et voilà que badaboum,
un peu comme d'autres grands groupes qui se sont vus devoir interrompre leurs recherches. Johnson & Johnson annonce donc devoir arrêter. Oui, je pense qu'il faut surtout pas dramatiser cette nouvelle. Et d'ailleurs, Johnson l'explique très très bien. Ils disent, écoutez, en stage 3 sur Covid-19, on a 60 000 patients qui reçoivent donc nos vaccins ou le placebo, évidemment. Qu'il y ait sur 60 000 patients un cas d'une maladie qui n'est pas encore identifiée, donc d'une réaction négative au vaccin, Johnson & Johnson le dit, comme l'avait dit AstraZeneca, c'est tout à fait naturel, c'est tout normal, ça a toujours arrivé dans ce genre d'études pour des nouveaux vaccins. Donc je dirais, pas de raison de s'affoler, même pas une seule raison de vendre l'action, même si elle est faible ce matin. Et puis en même temps, ils publient des résultats qui sont quand même très très bons, il faut le dire. Résultats où on voit en fait que les ventes de médicaments augmentent nettement. C'est ça qui leur profite le plus. Les ventes de Tylenol, par exemple, d'antidouleurs, antifièvre, ça marche très bien. On se demande pourquoi. Seule ombre au tableau, peut-être tout ce qui est au niveau de l'appareillage médical, que ce soit les prothèses, etc. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que beaucoup de procédés chirurgicaux ont été suspendus pendant cette période de Covid où on avait besoin de lits d'hôpitaux. Donc, ne pas dramatiser la nouvelle sur le vaccin et des résultats qui sont vraiment satisfaisants pour une de ces plus grandes compagnies pharmaceutiques. Un autre titre qu'on surveille, c'est Disney, Grégory, qui annonce une grosse réorganisation et le titre qui monte fortement, là, plus de 3% de hausse. Est-ce que la hausse du jour vous semble vraiment méritée pour Disney ? Alors, la question, elle est difficile en fait, parce que Disney, ils font ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qu'ils font ? En gros, ils créent une très très grosse division qui va regrouper les activités de streaming, Disney+, les activités de cinéma avec leur studio de cinéma et les activités de distribution. Pourquoi c'est tellement important ? C'est parce qu'en fait, et ils le disent, ils vont conditionner toute leur production à ce que demande le client, l'auditeur, le spectateur. Or, qu'est-ce que les gens demandent actuellement comme contenu ? C'est du streaming. Ils peuvent pas aller au cinéma. Donc, on voit très très bien là que Disney va mettre à la tête de ses activités le streaming. C'est ça qui va maintenant faire dépendre les autres investissements de Disney dans le contenu, dans les films et dans tout ce qui a un rapport donc avec la distribution du contenu. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les compagnies de médias qui n'ont pas de réseau de distribution, évidemment qu'il y en a, qui n'ont pas, comme Disney, des chaînes de télévision, il ne faut pas oublier, ABC, etc., elles vont avoir beaucoup de peine parce qu'en fait, il n'y a plus de débouchés autres que le streaming en ce moment pour beaucoup de produits. Alors, il faut le dire aussi, ils avaient introduit un film, c'était la première fois que ça se faisait sur leur channel de Disney+, c'était le film Mulan, ils le vendaient $30. Il fallait payer $30 pour le voir en streaming. Ça a très très bien marché parce que les gens ne pouvaient pas le voir au cinéma, évidemment. Maintenant, la question quand même qu'il faut se poser, c'est que c'est bien joli le streaming, mais il faut beaucoup de monde parce que l'abonnement de Disney+, c'est à peine $5 par mois, alors que une salle de cinéma, un ticket de cinéma, c'est facilement $15. Donc, pour remplacer ces revenus du cinéma par le streaming, il faudra que Disney+ continue à augmenter fortement. Donc, pour répondre à oui, c'est très très bien, mais pour cela, il faut vraiment encore une croissance exponentielle du nombre d'abonnés à Disney+. Autrement, la difficulté reviendra au niveau de la profitabilité des médias chez Disney. Il faut aussi savoir que ESPN, le sport en ce moment, a des grosses difficultés. Beaucoup de gens coupent leur abonnement. Et puis, il y a évidemment beaucoup de matchs dans tous les sports qui sont tout simplement annulés à cause de Covid. Et c'est une grosse source aussi de revenus pour Disney. Grosse réorganisation qui entraîne le titre à la hausse, plus 3,6% en ce moment. Chaque jour, Grégory, vous nous apportez aussi un conseil, une valeur à l'achat ou à la baisse, sur laquelle vous seriez plus vendeur, bull ou bear, avec toujours cet horizon moyen-long terme pour les investisseurs qui nous écoutent et qui nous regardent. Aujourd'hui, c'est un conseil plutôt à la vente vis-à-vis du titre Royal Caribbean, c'est ça ? Oui, alors on pourrait penser que j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut d'abord dire que ce titre Royal Caribbean a eu un parcours intéressant cette année, puisque d'abord, pendant la pandémie, au mois de mars à juin, le titre a été divisé, notez bien, par 7. Il est passé de $140 à $20, extrêmement inquiétant. Mais que depuis le début de l'été, ce titre a rebondi et pratiquement a été multiplié maintenant par 3, de 20 à $60. Alors vous me direz, mais pourquoi pas se laisser porter par le titre ?
Le problème, en fait, il est pas très compliqué pour une compagnie telle que Royal Caribbean. Les gens ont racheté ce titre car Royal Caribbean, depuis des mois, disent « Ah, mais nos réservations pour l'année prochaine, ça va très bien, ça va très fort. Beaucoup de gens vont voyager l'année prochaine. » Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de commandes de voyage. Sauf que ces commandes de voyage pour l'année prochaine, elles sont totalement remboursables aux clients s'il n'y a pas de croisière. Et elles correspondent à beaucoup d'argent. Ils ont plus que 1,8 milliard de dollars d'argent de leurs clients dans leur compte. Et ces clients, tout simplement, s'il n'y a pas de croisière ou s'ils changent d'avis, parce qu'ils ont toujours la crainte de l'épidémie, s'il n'y a pas vraiment un vaccin extrêmement efficace, ils vont annuler ces croisières. Pour le moment, il n'y a pas un seul bateau donc, qui voyage. Et puis l'autre chose aussi, c'est que pour attirer du monde, ils doivent vraiment offrir ces croisières l'année prochaine avec, je dirais, des conditions incroyablement intéressantes pour le client. Ce qui fait que quand on regarde le prix de ces croisières, si on voulait réserver une croisière, on peut se dire que, en fait, cette croisière, elle est tellement subventionnée par la compagnie qu'elle va rien nous coûter à la fin de la journée. Donc, je dirais, on n'est pas sorti de l'auberge, si je puis le dire, pour les compagnies de croisière. C'est certain que si on est investisseur, il faut espérer un vaccin et à ce moment-là, ces compagnies vont remonter fortement. Mais autrement, on peut se dire que ces difficultés, à la fois financières et pour ramener la confiance dans les voyageurs, vont durer beaucoup plus longtemps que juste ces prochains mois. Merci Grégory, conseil à la vente BER, donc avec cet horizon moyen-long terme sur Royal Caribbean. Chaque jour, vos recommandations pour les investisseurs français curieux d'investir à Wall Street. Bonne journée chez vous à New York. Grégory, le président de Mescart Financial Services. On est toujours mitigé sur le marché américain en ce moment, alors que le CAC lui perd 0,8% et accélère à la baisse. Stéphane Soluteil est avec nous pour Technibourse.